Moi, je vais vous parler de ne zappez pas l'humain dans vos transformations numériques. Donc, je voulais faire des règles et puis je me suis dit, en fait, les règles, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Et du coup, j'ai changé pour mettre vraiment du concret, des ateliers que moi, j'utilise tous les jours au quotidien, qui vont vous permettre justement d'avoir un certain cadre. Je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Aurélie Robert. Je suis coach agile et facilitatrice UX chez Concerto. Donc, UX pour expérience utilisateur. Grosso modo, mon métier, il consiste à accompagner les entreprises dans la mise en place de modes de travail plus collaboratifs et les aider à se tourner vers leurs collaborateurs, leurs utilisateurs internes et également leurs clients. Et je suis également responsable de l'offre autour de la culture agile chez Concerto et qu'on appelle le phare rose. Donc je suis aussi gardienne de phare. Voilà, je trouve ça toujours marrant, donc c'est pour ça que je permettais de vous le présenter. Alors, je vous l'ai dit, on va parler de l'humain dans les transformations. Je voulais déjà revenir sur ce qu'est une transformation, donc ça va passer assez vite. Je me suis intéressée sur une transformation, c'est quoi? Donc, je ne sais pas ce que vous faites vous quand vous cherchez ce que veut dire un mot, mais moi je vais dans le Larousse du coup. Alors là, une première réponse hyper informative, l'action de transformer. On se dit, super, merci Larousse, j'aurais mieux fait d'aller regarder dans le grand Robert, surtout quand on s'appelle Robert. Mais heureusement, il y a la suite, qui est le passage d'une forme à une autre, la modification, le changement. Je trouve ça extrêmement important parce que ça veut dire qu'une transformation, c'est pas se perdre, c'est pas une perte d'intégrité, c'est on se transforme, on change. On est toujours nous, mais on change. Si j'utilise la métaphore, vous allez voir, ça va être une métaphore un peu violente. C'est comme quand Diana se transforme en Wonder Woman. Une transformation, c'est ça. C'est toujours une personne. C'est toujours... Alors, est-ce qu'on appelle ça un être humain pour Wonder Woman? Pas forcément. Mais il y a toujours l'idée de l'intégration physique. Mais elle a des nouveaux super-pouvoirs. Et une transformation pour une organisation, c'est ça. C'est on a une compétence en plus, quelque chose en plus. On n'a pas tout cassé. On n'est pas devenu... complètement autre chose, on s'est transformé. On est passé d'un état A à un état B et on a acquis de nouvelles compétences au passage. Alors pour conduire justement ces types de changements, il y a pléthore de modèles. Alors l'idée, c'est pas aujourd'hui de vous faire tout un speech sur les différents modèles de conduite du changement. Je ne vais pas vous faire beaucoup de théorie. Par contre, c'est intéressant quand même de se baser sur ces modèles, d'une part parce qu'on les utilise au quotidien dans l'accompagnement. Enfin, si ça existe, c'est bien parce qu'il y a une utilité, il y a des choses qui ont été observées et qu'on peut généraliser. Et puis, il y a toujours des petites choses comme ça qu'on oublie au passage et qu'il est intéressant de rappeler. Donc, si on voit le modèle le plus simple, le modèle de Lewin, il propose 3 étapes. Une phase de dégel, de préparer l'organisation à se transformer. Après, il y a une phase de on change, et après une phase de on pérennise le changement. Donc c'est toujours intéressant de penser ces 3 étapes, c'est-à-dire qu'on pense souvent au changement, comment ça va se passer quand on va changer, mais on oublie parfois de préparer ce changement et surtout de le consolider, de faire en sorte que l'état B, l'état vers lequel on s'est transformé, dure. Donc c'est ce que ce modèle-là nous apprend. Si on va chercher dans un autre modèle un peu plus complexe, on va tomber sur le modèle ADKAR. Donc, je sais que ce n'est pas forcément lisible du fond, mais vous pouvez noter les noms et puis aller voir sur Internet. Je pense que ça sera beaucoup plus informatif que moi vous faire un tuto là-dessus. Ce que dit ADKAR, en fait, on reprend un peu la même chose que le modèle de Lewin, sauf qu'il va insister sur cette phase de préparation. Et ce qui va surtout insister, c'est le fait d'être au courant de pourquoi on change et d'avoir cette vision et cette envie de changer. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, si on cumule un peu les deux, on se dit le plus important, du coup, c'est de préparer en donnant l'idée de pourquoi on change, et puis après, de donner l'envie de changer, et après, on change et on pérennise. Ces modèles sont très inspirants, et ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, finalement, au cours de ces modèles, qu'est-ce qui se passe pour l'individu qui subit le changement? Et pour ça, il y a un modèle qui est extrêmement intéressant, qui est celui de Kubler et Ross, qui va présenter en fait toutes les étapes que vit une personne qui vit en fait une transformation. Donc vous voyez qu'il passe par pas mal d'états, plus ou moins agréables pour lui. Donc le choc, le déni, la colère. Après, on passe en phase de dépression. Alors c'est des mots forts. Il ne faut pas non plus imaginer un individu au bout du gouffre, bien que des fois c'est un peu le cas. Et puis après, on est sur une remontée plutôt positive où on a le côté acceptation, expérimentation. Et puis enfin, ça y est, on se fait plaisir. On est dans l'état B et là, on comprend tout l'intérêt de l'état B. Ce que veut dire ces courbes, c'est que les individus, vous allez devoir les accompagner dans toutes ces phases-là. Et justement, les modèles de Lewin et les modèles ADKAR permettent
facilement à l'individu de transformer dans toutes ces étapes, qui sont, entre guillemets, un mal nécessaire. Si on n'est pas dans l'acceptation du changement, on ne va pas pouvoir se projeter sur la suite. Et si on n'a pas fait cette phase de colère, déni, si on n'a pas passé toutes ces expressions, eh ben on va avoir du mal à se projeter aussi sur la suite. Donc il faut aussi voir ces différentes étapes comme quelque chose de nécessaire, exactement comme quand vous faites un deuil. Il y a différentes étapes, et pour, entre guillemets, bien faire son deuil, il faut passer ces étapes. Pour une transformation, c'est exactement pareil. Alors un modèle hyper intéressant pour justement mettre en phase les étapes du changement chez les personnes et un modèle d'organisation, de transformation, ça va être les étapes de changement de Kotter. Donc Kotter, lui, il propose 8 étapes du changement. Donc pareil, je ne vais pas toutes vous les détailler. On est beaucoup sur comment on crée en fait un état d'urgence qui permet à l'individu de changer maintenant, tout de suite. Il va insister sur, on va d'abord mettre en place des ambassadeurs et on va expérimenter sur des petites choses pour pérenniser plus facilement le changement. Voilà, ce modèle est très très complexe et complet et c'est vraiment en parallèle avec les différentes étapes du changement. Bon, voilà, les modèles c'est très bien, vous n'êtes pas forcément venus là pour ça. Du coup, si je simplifie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors là, vous devez me croire sur parole parce que j'imagine que vous n'avez pas tout suivi. Vous pourrez vous faire votre propre expérience en allant regarder sur ces différents modèles. Le plus important, ça va être de donner du sens à ce changement. Pourquoi je dois changer? Pas on se transforme, c'est très bien, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que gagne l'entreprise quand je change? Il faut un message fort. La deuxième chose, c'est avoir une stratégie. Comment changer? Il faut que les personnes à qui on demande de changer se sentent emmenées. On est sur un train, on part d'un point A et on va vers un point B. Et je suis emmenée. Et enfin, la dernière chose, il faut expérimenter et apprendre. Et là, j'ai repris un célèbre slogan, « Just do it », et c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'il faut faire. L'idée, c'est justement de se dire, eh ben, on ne sait pas forcément tout, mais le mieux, c'est déjà de commencer à faire, on va apprendre ensemble, et puis on va y aller, et on va progresser. Il vaut mieux expérimenter rapidement plutôt que de concevoir une stratégie pendant très très longtemps. Donc, c'est hyper important de vous dire, OK, je ne connais pas tout, mais je me lance et on y va. Donc ça, c'était la partie transformation avec les différents modèles de transformation. L'important aujourd'hui, c'était de vous montrer l'humain dans tout ça. Donc on avait déjà une première version avec le modèle de Kotter, de Kubler. L'important pour impliquer et conserver l'humain dans vos transformations, ça va être tous ces mots-clés. Co-construire, impliquer, rassembler, communiquer, créer l'engouement. Alors, c'est des grands mots, hein, tout le monde est au courant, on pourrait rajouter formation, etc. C'est très, très bien, impeccable. Maintenant, comment on fait? Vous avez des outils extrêmement puissants que sont la facilitation. Donc, des formats d'ateliers qui vous permettent justement d'intégrer les personnes, qu'elles se sentent impliquées, qu'elles co-construisent avec vous une stratégie ou qu'elles se sentent impliquées ou présentes lorsqu'on va pouvoir travailler sur le message et le sens de ces transformations. Donc la facilitation, c'est un des premiers outils qu'on utilise au quotidien justement pour intégrer l'humain dans ces transformations. Et puis en plus de ces ateliers de facilitation, il y a également tout ce qui est serious game, les jeux sérieux que vous pouvez mettre en place dans les organisations. Ça, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre déjà d'élargir le cercle des personnes embarquées dans ces transformations. Donc ça, c'est hyper important. Vous allez pouvoir, au lieu de faire les choses entre guillemets en chambre avec certaines personnes élues, vous allez pouvoir démultiplier très très facilement le modèle et vous servir de l'intelligence de tout le monde. Le fait de co-construire, impliquer avec de la facilitation, c'est justement ça qui va vous permettre de prendre en compte l'humain. Pour un peu illustrer les différents outils de facilitation que je voulais vous montrer, je voulais vous présenter un exemple fictif, celui de la société Papyrus, qui est complètement fictive et qui souhaite se transformer. Donc vous allez voir sur les diapos, quand vous verrez ce chat licorne avec une bouée, oui, je pense que vous ne pouvez pas faire un schéma plus compliqué, c'est qu'on sera sur l'exemple de la société Papyrus, donc ça sera uniquement le côté illustratif. Du coup maintenant, si je vous donne, moi, mes trucs et astuces, ça va être ces trucs et astuces que je vais vous montrer sur la suite. Première chose qu'on a dit, qui était importante dans les modèles, c'est donner du sens. Pour donner du sens, il va falloir communiquer un message fort. Un message fort qui va susciter l'envie de changer, et de changer maintenant. On va avoir des fois la notion d'urgence. Pourquoi il faut que je change maintenant, pas dans 6 mois, pas dans 3 ans? On va revenir sur quel est le besoin de changer, pour moi l'individu ou pour l'entreprise. Et puis on va avoir un message qui permet de communiquer sur la motivation. Il faut que je motive les gens à changer. Donc à la fois l'urgence,
le besoin de changer et leur donner la motivation. Qu'est-ce qu'ils auront une fois qu'ils auront changé? Et pour ça, je me sers souvent d'un atelier qui a été créé par Simon Sinek, le Golden Circle, vous avez peut-être déjà entendu parler. Il y a un excellent TEDx sur ce sujet qui s'appelle Start with Why. Ce qu'a observé cet homme, c'est qu'il a regardé des chefs d'entreprise qui, justement, avaient des messages inspirants et qui permettaient à leurs entreprises d'aller plus loin. Un des messages qu'il cite, c'est celui de Martin Luther King, qui est plutôt « I have a dream » plutôt que « I have a plan ». Et c'est comme ça qu'il a réussi à embarquer des tas de gens. Alors, je ne vais pas rentrer dans la politique ni quoi que ce soit, mais l'idée d'un message fort, c'est ça, c'est d'indiquer pourquoi se transformer, quelle est la vision, quelle est la problématique derrière. On est bien sur le « why », pourquoi se transformer, et pas le « quoi ». Je me transforme en je fais du zéro papier, je mets en place de l'agilité. Ça, ce sont des moyens ou des actions. Ce qui va être important pour embarquer les gens, c'est de travailler sur le pourquoi. C'est quoi l'objectif pour mon entreprise? Et moi, qu'est-ce que je vais y gagner en tant qu'individu de cette entreprise? Si je l'applique à la société Papyrus, donner du sens avec un message fort, ça peut être par exemple pour apporter notre contribution à la protection de l'environnement et capter de nouveaux marchés. Alors je peux rajouter après, parce qu'actuellement nous sommes en perte de marché, ou des éléments comme ça qui peuvent être aussi dans la transparence et créer la notion d'urgence pour l'entreprise. Donc ça va être donner du sens. Je vais communiquer un message fort. Une fois que j'ai ça, on a dit l'important c'est d'avoir une stratégie. Et ça, une stratégie, on peut aussi la construire ensemble, tous ensemble. Avec du coup, pareil, un atelier qui permet d'identifier avec l'ensemble de ses collaborateurs une stratégie. Et ça, sans perdre de vue ses objectifs. Les objectifs, on l'a rappelé, ça fait partie du message fort. L'atelier que je vous propose, c'est l'impact mapping. Donc, je ne vous dirai pas le nom de l'auteur parce que je ne sais pas le prononcer. Donc plutôt que de l'écorcher, je vous invite à le noter. Si vous tapez impact mapping sur Internet, vous allez trouver très facilement l'exercice. Le principe, c'est que vous mettez dans une salle les personnes qui sont à différents niveaux, on va dire, d'information sur cette transformation. Des collaborateurs qui vont être impactés. Vous allez avoir des personnes du COMEX, du management, des personnes des RH, voilà, des personnes de différentes entités de l'entreprise. Vous positionnez l'objectif. OK. L'objectif, c'est par exemple d'augmenter de 10% le nombre de nos clients. Voilà, ça, c'est un des objectifs. Il faut que ça soit assez quantifiable, il faut qu'on ait une notion. Et on sait exactement, OK, ça, c'est un de mes objectifs. Après, on se dit, quels sont les différents acteurs qui vont m'aider à atteindre cet objectif? Une fois que j'ai ces acteurs, je vais me poser la question de comment je vais influer sur ces acteurs pour qu'ils m'aident à atteindre mes objectifs. Donc vous voyez qu'à chaque fois, on reboucle sur l'objectif. Et enfin, une fois que j'ai mes impacts, comment je vais les influer? Je mets en place mes différentes actions. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme action pour créer l'impact sur mes acteurs, pour répondre à mes objectifs? Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant parce que ça fait fonctionner l'intelligence collective. C'est-à-dire que vous n'êtes pas 2, 3 à réfléchir à cette stratégie, à des idées d'action, des idées d'impact. Vous êtes hyper nombreux. Ça, vous pouvez le faire une fois à 10 personnes, une autre fois avec 10 autres personnes, ce qui fait que vous générez autant d'idées que vous pouvez avoir de personnes. Donc derrière les actions que vous aurez, d'une part, les gens se sentiront impliqués parce que c'est eux qui les auront trouvées. Et d'autre part, vous avez plus de chances de trouver les bonnes choses. En cumulant en fait, l'intelligence de tout le monde, vous avez potentiellement l'intelligence beaucoup plus supérieure. Ça vous permet du coup, je vous le disais, de trouver des pistes inédites. Et puis également d'impliquer autour de cette stratégie et de créer l'engouement. Et ça, je vous garantis, c'est 100% satisfait. Co-construire, impliquer, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Si je le traduis pour la société Papyrus, donc vous avez par exemple l'objectif qui est d'augmenter le nombre de ses clients de 15%. On a identifié alors plusieurs acteurs, hein, c'est un exemple, notamment les clients. Donc chez les clients, ça peut être intéressant d'augmenter le nombre de mes clients en captant par l'image éco-responsable ou en simplifiant l'adhésion de mes clients à mon entreprise et en la rendant plus facile. D'accord ? Et après, en action, qu'est-ce que je peux mettre ? Typiquement, pour faciliter l'adhésion de mes clients, il faut que je change peut-être mes process. Comment actuellement mes clients, je vais les capter ? Donc ça, du coup, directement, c'est une action concrète que je peux mettre en place. En parlant de cette action de revue des process, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent à changer quand on fait de la transformation numérique. Et du coup, ça tombe bien, on a un atelier pour facilement co-construire et impliquer sur cette refonte des process.
en identifiant des opportunités d'amélioration. Et l'atelier qui va être sympa pour ça, ça va être l'event storming. L'event storming, donc, ça a été créé par Alberto Brandolini. Là, c'est en italien, j'arrive plus facilement à le prononcer. Le principe de cet atelier, c'est que vous allez cartographier l'ensemble de vos process. Vous prenez les différents événements qu'il y a dans votre process. Par exemple, si c'est un process d'un dossier, mon dossier, il est en cours de traitement, il est validé et il est, par exemple, archivé. Donc ça, ce sont mes différents événements. Mes événements, ils sont provoqués par des actions de certains acteurs. Par exemple, je clique sur « Valider le dossier de mon client ». Donc, c'est un acteur qui va faire l'action de valider le dossier de mon client. Il va créer le fait que le dossier soit validé. Ça peut être un système externe qui me dit, par exemple, ma facture est acquittée quand je reçois le relevé comptable de ma facture. Ou ça peut être une temporalité. Au bout de 6 mois, mon dossier, il est archivé. Ou ça peut être un autre événement. Donc, vous voyez que rien qu'en mettant ça en place mécaniquement, on se met tous autour de la table, des personnes qui sont directement impliquées par le process, des personnes qui sont un peu plus étrangers, des utilisateurs, des clients. On arrive extrêmement facilement à refaire la cartographie de nos process. Donc ça, c'est très bien. Une fois que vous avez la cartographie, ça peut être une première marge d'utilité. Moi, ce que je fais, c'est qu'en plus de cet event storming, je vais le coupler à du ressenti utilisateur ou client. Par exemple, en face de cet événement, je vais me dire qu'est-ce que mon client, mon utilisateur va ressentir. D'accord ? Donc là, par exemple, sur cette action, là, il pense qu'il y a un risque d'erreur, donc c'est un peu anxiogène. Et une fois que j'ai fait ça, la suite de mes événements, plus mon ressenti, en fait, j'ai toute la cartographie de mon process. Ça me permet d'avoir un état des lieux qui soit complètement objectif et une étude d'impact. Où est-ce que j'ai besoin de changer mon process et où est-ce que mes clients, mes utilisateurs, je les perds. J'ai de l'intelligence collective et du partage. On fait cette photo ensemble du process. Je fais le deuil de qu'est-ce qui existait avant et ce sur quoi je vais projeter mes utilisateurs. C'est visuel, c'est visible. Et je rends du coup beaucoup plus visible cet effort de changement. Et ça, c'est évidemment 100% garanti, je suis passée un peu vite là-dessus. Comment ça se passe si je le fais version résumée pour la société Papyrus? Vous voyez en haut le process avant que je pouvais avoir. Donc on a choisi un process simple j'ai un formulaire client que je remplis. Et puis du coup, je récupère mes infos clients. Donc les événements sont en jaune. Donc vous avez les informations clients qui sont récupérées, les informations clients qui sont saisies, et puis après la fiche client est validée. Dans la première action, par exemple, le client il va remplir un formulaire, ce qui va faire que j'ai récupéré ces informations. On voit là, dans la première étape, le client il n'est pas super content parce qu'il faut qu'il remplisse quelque chose. Et puis, le ressenti des collaborateurs, il n'est pas bon non plus parce que c'est difficile de convaincre un client de remplir un fichier. Ce qu'on a dit dans la première impact mapping, une des actions, c'était de refondre ses process. C'est ce qu'a fait la société Papyrus. Elle a réfléchi justement sur cette étape qui avait un ressenti un peu négatif, de récupérer les informations clients. Comment faire pour changer le ressenti de mon client et de mon utilisateur? Tout simplement, ils ont eu l'idée de créer une application qui permet directement au client de le saisir avec l'hôtesse de caisse. Et du coup, on passe le côté papier. Voilà, donc ça, c'est une des exemples. Le ressenti est beaucoup plus intéressant et puis ça fonctionne très bien. L'avantage de cet event storming, c'est que je vois très bien avant comment ça se passait, après comment ça va se passer. Donc les personnes qui vont utiliser ce nouveau logiciel justement de saisie du formulaire client, elles vont se sentir pas perdues. Ça s'intègre bien dans ce qu'elles avaient avant. D'accord ? Elles vont savoir exactement qu'est-ce qui va être impacté, qu'est-ce qui ne va pas être impacté. Et puis, pourquoi j'ai changé ? J'ai changé parce que là, il y avait un ressenti qui était plutôt négatif. Et du coup, c'est pour ça que le changement est beaucoup plus motivé. On va impliquer les personnes. En résumé, ce dont on a parlé, c'est déjà de communiquer un message qui soit fédérateur et motivant, donner du sens, c'est extrêmement important. Pour ça, vous pouvez utiliser par exemple le Golden Circle. On a dit qu'il était complètement possible de construire une stratégie. Construire une stratégie de transformation, c'est bien. La partager et impliquer les personnes dans cette stratégie, c'est encore mieux. Et pour ça, vous avez l'impact mapping. Et l'idée après, c'est de se transformer ensemble. Et là, vous allez avoir plusieurs ateliers qui vont vous permettre de faire cette co-construction et
de le faire ensemble. Donc il y a l'event storming dont on a parlé, il y a le design thinking, je pense que vous pouvez venir le voir déjà sur notre stand, on est au stand 72, on vous explique cette démarche-là, et puis je pense qu'il y en a plein d'autres qui le font également. Et puis les thématiques de forum ouvert, n'hésitez pas, faites des réunions, impliquez les gens, faites-les discuter autour de vos problématiques. C'est extrêmement important. Alors, le mot de la fin, ou la fin, mauvais jeu de mots peut-être, je trouvais ça marrant, peut-être vous moins, a priori, ou alors vous avez vraiment super faim. Ce qui va être important, c'est d'être clair, inspirant et transparent. Imaginez-vous, ça c'est plutôt la partie UX, il faut que vous rentriez en empathie avec les personnes que vous avez envie qu'ils changent leurs habitudes, leur façon de travailler. Mettez-vous à leur place. Si vous n'êtes pas... si vous ne les portez pas vers quelque chose de supérieur, le bien commun, le sens collectif de l'entreprise, si vous n'êtes pas clair sur exactement pourquoi vous le faites, et que vous n'êtes pas transparent sur là, il le faut maintenant, c'est extrêmement important pour moi, il faut changer, ça ne peut pas marcher. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller. Il faut être franc avec ses collaborateurs, pourquoi on change, et le faire maintenant, c'est important. Parce que sinon, on va louper le virage, et puis derrière, c'est peut-être l'intégrité de l'entreprise qui risque d'être compromise. Embarquez tout le monde par rayonnement. Vous pouvez commencer par des petits groupes et puis au fur et à mesure, embarquez de plus en plus. Et ensuite, donnez-vous le droit à l'erreur. On a tous la notion il y a des early adopters et puis après, il y a les autres et puis enfin, il y a ceux qu'on va avoir du mal à aller capter. Eh bien oui, c'est vrai. Et puis il y a des fois, vous allez voir dans la transformation, il va y avoir des moments où ça va un peu être dans le flou. Eh bien ça arrive. C'est normal. Il y a des fois, vous aurez pris des pistes, ce n'est pas les bonnes. C'est normal. On ne peut pas tout prévoir, surtout quand on agit comme ça sur des changements de comportement et des changements de mode de travail. Donc, donnez-vous le droit à l'erreur. Très bien, ok, c'était peut-être pas la bonne piste. Rassemblons-nous tous ensemble et puis on va étudier qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, c'était quoi vos freins, et puis on va refaire mieux après. Ça, c'est extrêmement important aussi. Donnez-vous ce droit-là. Et du coup, voilà, c'était mon mot de la fin. Je vais vous remercier de votre attention et puis vous souhaiter un bon appétit.